Oui, donc on recommence avec une nouvelle session. Euh, donc le titre de la session, je le rappelle, hein, Interroger le discours de l'État. Et nous avons trois présentations. Euh, on va commencer par la présentation de Benoît Bastard. Puis on suivra avec la présentation de Patricia Gourriez sur l'écueil des biais cognitifs pour communiquer de nouveaux comportements. Et on finira par l'intervention de Olivier Lecourt Grand Maison. Donc voilà. Donc je passe la parole à Benoît pour une présentation d'un petit quart d'heure, je crois. Merci. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Euh, oui, il m'a semblé important pendant le confinement de réfléchir aux pratiques en matière de prévention qui se mettaient en place. Et aujourd'hui, je vois que ça peut conduire à des réflexions, comme on en a déjà entendu quelques-unes ce matin, sur le sens de cette épidémie. Dans la période du confinement, j'étais frappé par la violence et, à mon avis, la stérilité des débats sur le masque, par exemple, et par l'absence de réflexion de fond sur la prévention. Je me suis rappelé alors que j'avais travaillé pendant une vingtaine d'années avec des collègues épidémiologistes ou sociologues de la santé sur des questions de prévention en matière d'alimentation ou sur les manières de faire face au sida ou encore sur la réduction des risques par rapport à l'usage des drogues. C'est des réflexions qui s'étaient arrêtées il y a longtemps, au moment où je suis rejoint l'école normale supérieure. Mais j'ai pensé que je pouvais revenir à ces travaux pour réfléchir aux questions de prévention et sur la manière dont elles se posaient dans la lutte contre le coronavirus. Pour reprendre des mots qui ont été utilisés ce matin, c'était cette idée qu'on pouvait rendre visibles certaines réflexions ou sensibiliser sur certains aspects. Donc, pendant la période du confinement, j'ai travaillé à ces papiers et j'ai publié 2 articles. J'ai beaucoup de mal avec le masque. Un premier dans AOC qui s'intitule Quel sens donner au comportement à risque face au Covid-19. L'article a été immédiatement accepté par la rédaction au début, mais oui, il a été accepté, mais il a fallu plusieurs semaines pour qu'il sorte, de sorte que j'ai craint qu'il ne soit plus d'actualité au moment où il allait paraître. Et en fait, je vois aujourd'hui qu'il reste d'une certaine manière toujours d'actualité. Ensuite, j'ai publié un autre papier en juillet dans un blog du Huffington Post parce que j'ai voulu avoir un papier plus court, plus fort et puis accessible pour tout le monde. Je veux redire ici le sens de ces papiers en quelques mots. C'est une réflexion sur la mise en œuvre des règles sanitaires. En somme, tout le monde connaît les règles en matière de santé dans tous les domaines. Et ça n'empêche pas les gens de faire autre chose que ce qui est attendu d'eux, alors même qu'ils le savent. C'est vrai pour le Covid, mais c'est vrai aussi pour toutes sortes de choses, pour la cigarette, l'alimentation, la conduite automobile, etc. On a toujours une justification pour ça. On dit je fume, mais moi j'avale pas la fumée. Ou on dit je roule à 160, mais je peux le faire parce que je conduis beaucoup mieux que les autres. Ou encore je sais qui fréquente, j'ai pas besoin de préservatif, etc. Et dans la réflexion que je voulais mener, il me semblait dans les réflexions qui venaient de ces anciens travaux, l'idée c'est de montrer qu'il n'y a ici rien d'irrationnel, comme certains pensent, mais au contraire, toutes sortes de raisons qui font que la question de la santé, même quand elle est parfaitement connue, passe pour les individus au second plan et disparaît en quelque sorte. Je peux donner l'exemple de cette ménagère dans les travaux sur l'alimentation, cette mère de famille qui dit qu'elle sait très bien ce qu'il faut faire pour manger sainement, mais que si elle le fait, son mari et ses enfants vont la détester. Et cet exemple est clair
sur le type de raisons dont il s'agit, des raisons d'ordre relationnel. Au fond, la qualité diététique d'un repas, c'est une chose, mais il y a beaucoup plus important. Et il s'agit de ne pas remettre en cause l'ambiance du repas, qui est essentielle, ou l'harmonie familiale. Et on peut faire ce genre de réflexion, évidemment, dans d'autres domaines. Et si on parle du Covid, on voit qu'il en est du lavage des mains, du masque, de la distance sociale. Tout le monde sait les règles, tout le monde connaît les règles, on ne peut pas y échapper, elles sont tellement répétées à l'infini, mais on voit bien, et on voit de mieux en mieux aujourd'hui, à quel point la dimension relationnelle est prégnante dans la mise en œuvre de ces règles. Une autre façon de dire ça, et ma voisine va le redire tout à l'heure, c'est tout se passe comme si la prévention s'adressait exclusivement à un individu rationnel et qui a la santé comme principal objectif. Or, on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la demande qui nous a été faite, il y était comment est-ce que les articles ont été reçus, les papiers que vous avez écrits ont été reçus. Et là, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf peut-être que Nicolas Demorand a cité l'article que j'avais écrit dans AOC à une heure de grande écoute en disant « Benoît Bastard, l'homme qui a compris tout avant tout le monde ». La seule chose, c'est qu'il résumait assez mal, en fait, l'argument de l'article tel que je viens de le développer, mais ça ne fait rien. Et puis après, pas grand-chose d'autre à dire de cette réception, entre guillemets. Je voudrais encore évoquer ce qui me paraît important aujourd'hui par rapport au discours de l'État, le titre de la table ronde, puisque l'occasion m'en est donnée, bien qu'au fond, je ne sois pas un spécialiste de l'État et du discours de l'État. Quand je regarde les pratiques de prévention aujourd'hui, je suis frappé, et Patricia Gurviez dit la même chose, je suis frappé que toute la communication est verticale. Elle vient de l'État, des instances publiques, des experts publics, essentiellement du secteur médical. Et puis, c'est une communication qui est exclusivement ou quasi exclusivement prescriptive. C'est une répétition à l'infini des mêmes règles. Et ce qui me frappe, c'est qu'au fond, on ne voit pas de reprise de ces messages ou d'autres messages par des groupes de pairs. On ne voit pas de déclinaison alternative de ces messages de prévention. On ne voit pas, je crois, ou pas beaucoup, de réappropriation par des groupes intermédiaires, disons. On ne voit pas non plus des solutions de guidage des comportements qui seraient innovantes en direction, ou pas beaucoup en tout cas, en direction de publics ciblés, les jeunes par exemple. Et ceci est curieux parce que dans le champ de la santé publique, on sait bien depuis des décennies que la prévention, ça marche lorsque on arrive à ce qu'elle soit horizontale et incitative. Et c'est ça qui peut fonctionner en matière de prévention et pas grand-chose d'autre. Donc, c'est important de comprendre pourquoi il en est ainsi. Et si on veut aller plus loin, ce qui amène, je crois, à poser la question du sens de l'épidémie, comment elle se présente, qu'est-ce qu'elle fait à qui en profite et pour faire quoi. Ici, je voudrais faire un bref rappel en parlant d'abord de la tuberculose. On sait qu'elle a été une opportunité, entre guillemets, pour les hygiénistes qui ont eu à cette occasion, l'occasion à ce moment-là de développer toutes sortes d'activités, de pratiques en direction des populations, ou dit autrement, de l'opportunité de discipliner les corps, si on veut employer une terminologie foucalienne. La société tout entière a été touchée et, à travers ça, et sans doute d'autres événements aussi, profondément transformée. On pense à la question de l'alcoolisme, au taudis, etc., etc. Il y a un excellent ouvrage à ce sujet, Isabelle de Grelet et Caroline Cruz, qui s'appelle « Histoire de la tuberculose, les fièvres de l'âme ». Ça, c'est un premier exemple. Un autre, c'est le sida. Entre guillemets, qui en profite, qui en a fait quelque chose. Et dans ce cas, c'est très important, bien sûr, on le sait, de voir que ce sont des acteurs, que c'est des acteurs marginaux, les gays ou les usagers de drogue, qui
acquièrent une visibilité et une légitimité nouvelle en montrant leurs capacités et leurs responsabilités dans la lutte contre l'épidémie. Ils le font notamment en développant toutes sortes de pratiques innovantes en matière de prévention et de réduction des risques. On pense à ACT UP, mais beaucoup d'autres initiatives également. Alors, si on emploie ces lunettes, si on chose ces lunettes-là, qu'est-ce qu'on peut dire du Covid? Qui est en charge? Qui fait quoi par rapport à cette épidémie? On peut ici, me semble-t-il, citer notre collègue sociologue Hartmut Rosa, le sociologue allemand, qui, dans un papier récent, dit que ce qui est en train d'arriver, c'est l'apparition d'un monstre auquel on ne s'attendait pas. Le monstre, c'est au fond le risque de la perte du contrôle, le risque de la perte de la capacité que nous avions en apparence acquise de tout maîtriser, de rendre tout disponible, les biens et les services. En se référant à ça, on a l'impression qu'on assiste maintenant à un étrange face-à-face. D'un côté, nous disposons de savoir sans limite, y compris sur ce virus, et de capacités technologiques immenses. La médicalisation de la société, sa numérisation sont encore en train de faire de grands bonds en avant à l'occasion de la pandémie, mais paradoxalement, ces savoirs et ces capacités sont incapables d'arrêter le virus. Et de l'autre côté, on sait que si des solutions existent pour ralentir le virus ou le combattre, elles passent exclusivement par les individus. Ce sont des mesures de prévention triviales d'un autre âge, le savon, les masques en papier, difficiles à mettre sur le nez, qui sont nos ressources. Et là, je pense encore à la tuberculose, puisque on voit que dans les images de l'épidémie, on voit que ce qui peut servir comme dispositif, comme on dirait aujourd'hui, c'est un bâton que le parent alité et malade agite pour empêcher les enfants de s'approcher de lui. L'idée de la distance sociale, enfin de la distance physique en tout cas. On en est exactement encore là aujourd'hui. On voit qu'il y a là une sorte de grand fossé, un écart immense, qu'il y a un intérêt crucial à essayer de réduire. Pour conclure, je voudrais dire que selon moi aussi, comme pour les organisateurs de ce colloque, il faut continuer à réfléchir et à travailler dans le champ des sciences sociales pour comprendre ce qu'il en est de cette épidémie. Et pour ça, je crois qu'un des axes qu'on devrait avoir, mais sûrement certains chercheurs y travaillent déjà, ce serait de travailler sur les pratiques, notamment sur ce que les gens font ou ne font pas pour se protéger du virus, en cherchant constamment à resituer, donc sans hypertrophier la dimension sanitaire de ces pratiques, mais en cherchant constamment à resituer la place exacte de ces représentations et des actions en matière de santé dans les contextes où elles apparaissent. C'est de cette manière, je crois, que les sciences sociales peuvent contribuer à lutter contre l'épidémie. Je vous remercie. Merci Benoît pour cette présentation. Donc je vais donner la parole à Patricia Gurviez, voilà, pour un petit quart d'heure aussi. Merci. Pardon. Oui, ça va. Ça marche. Bonjour et puis merci aux organisateurs de me permettre de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais vous dire que vous venez de vivre en live quelque chose d'assez rare parce que un sociologue vient de dire ce que pense une gestionnaire. Et on sait bien que nous sommes des sciences quand même, pas toujours sur la même longueur d'onde, mais là, en l'occurrence, vraiment, je pourrais presque m'arrêter. Bon, non, quand même, je l'ai préparé. Donc moi, je vais vous parler de l'écueil des biais cognitifs. Et comme chacun a fait un petit couplet un peu réflexif sur comment il en était arrivé là, moi, j'ai commencé à réfléchir au moment où on avait toutes ces affiches là qui nous arrivaient. Il se trouve que j'ai une belle-fille qui, la pauvre, a commencé cette année sa vie professionnelle en étant médecin en réanimation à l'hôpital Henri Mondor.
et qui étaient affolés par le nombre de gens qui venaient, qui mouraient. Enfin bon, c'est dur aussi, hein, ça, on n'en a pas parlé, mais ces jeunes médecins qui ont démarré leur vie en voyant mourir des gens comme des mouches, elle me disait, mais tu comprends, Réa, on a 3 morts par semaine, ça c'est normal, mais là, 3 par jour, non, c'est pas normal, quoi. Qui peut supporter ça? Et, et elle m'alertait notamment, bon, bah, elle est à Henri-Mondor, Créteil, hein, c'est beaucoup de population de Seine-Saint-Denis, et elle me disait, mais je vois défiler toutes les familles, etc. Enfin, ils tombent comme des mouches. Et moi, j'ai un côté un peu réactif. J'ai appelé ma vieille copine de lycée qui s'appelle Bintou Saint-Poré. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais c'est une animatrice sur Radio Nova depuis très longtemps. C'est elle qui anime Néo Géo. Je trouve qu'on a toutes les deux fréquenté le même lycée Berrichon il y a quelques années. Et je lui dis, mais Bintou, faudrait faire quelque chose auprès des populations de jeunes, etc. C'est pas avec ce genre de truc qu'on va les mobiliser, quoi, justement. Donc, est-ce que tu peux pas mobiliser des rappeurs qui feraient... Bon, en plus, elle, la pauvre, c'est une grande copine de... Ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Parce que moi aussi, je l'ai eu le Covid. Et puis, comme je disais, depuis, j'ai des neurones un peu grillés. Bon, enfin, il y a eu un musicien très connu africain qui est mort juste à ce moment-là, et c'était un grand copain à elle, enfin elle n'était pas très bien. Et elle me dit, ouais, non mais on a déjà commencé à faire un truc avec les Inrocks, je sais pas si ça va se faire. Enfin bref, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, bah, il y a quand même un truc que je fais, parce que mon champ de recherche à moi, c'est le marketing social. Donc on a l'habitude de porter un masque, mais pas exactement de la même manière. Et le marketing, c'est quoi? Le marketing social, en fait, on utilise les concepts issus du marketing, puisqu'on sait vendre du savon, on doit pouvoir être capable de vendre des comportements pour le bien. Et vraiment, donc, c'est l'idée d'utiliser tout le savoir-faire du marketing, mais cette fois-ci pour influencer les comportements au bénéfice des individus et des communautés pour accroître le bien social. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas intervenir, quoi, parce que ça, moi, j'y crois pas, ça marche pas, etc. Donc ça, c'est le contexte. Voilà comment j'ai fait. J'ai proposé un article à The Conversation sur les biais cognitifs. Et en fait, parce que qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de changer des comportements qu'on a l'habitude de faire, auxquels on ne réfléchit même pas. On nous demande de ne plus faire la bise. On nous demande de ne plus serrer les mains. On nous demande de ne plus dîner avec nos copains. On nous demande de ne plus aller nous éclater. Bon, c'est vrai que moi, perso, je m'éclate plus trop en discothèque, quoi, mais nos étudiants, eux, ils adorent ça, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec nos clusters. On nous demande de plus nous agglutiner dans le métro, alors que si on attend, on va être en retard, etc. Donc, il faut qu'on change nos comportements. Or, s'il y a une chose vraiment difficile à faire, c'est changer les comportements. Si j'arrive à coincer ça, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, vous savez tous faire ce geste-là. Et maintenant, essayez de le faire à l'envers. C'est-à-dire que la main qui était au-dessus, là, il faudrait qu'elle soit en dessous. Pas évident, hein? Ben, c'est le genre de truc qu'on nous demande, de changer des comportements qu'on a l'habitude de faire, auxquels on ne réfléchit plus. Et tout d'un coup, il faut faire ça plutôt que se faire la bise. Enfin, c'est vraiment... Il faut se rendre compte que on nous demande quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, la question, c'est... Vous voyez le titre? Moi, j'ai l'impression que contrôle d'écran, comment je peux enlever ça? Bon, non, vous ne l'avez pas, vous le voyez le titre? Non, vous ne voyez pas le titre. Mais bon, c'est pas grave. Le titre, c'était D'où viennent nos comportements? Alors, on est en France, hein, René Descartes, il est à nous. Et Descartes, c'est le chantre de la rationalité, du raisonnement. Et nos gouvernants, ils se sont adressés à notre raison. On va vous informer, donc vous allez comprendre, parce que vous allez traiter l'information, donc vous allez changer de comportement. Ouais, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors, je vous ai mis quelques bouquins qui m'ont, depuis pas mal d'années, inspiré.
Le premier, c'est évidemment Damasio, et le père des neurosciences. Qu'est-ce que dit Damasio? Il dit si vous n'arrivez pas à connecter votre cortex avec le centre des émotions, vous n'arriverez pas à prendre de décision. Pour ceux qui ont lu l'erreur de Descartes, je ne vais pas reprendre les exemples bien connus, mais disons qu'il est quand même un des premiers à avoir montré que les émotions, ce n'est pas ce qui contrarie la prise de décision, c'est au contraire un élément important de cette prise de décision. Kahneman et Tversky ont travaillé sur les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des erreurs de jugement que nous faisons, mais qui sont très utiles parce qu'elles nous permettent justement de prendre des décisions d'action très rapides. Alors Tversky étant mort, c'est Kahneman qui a eu le prix Nobel d'économie tout seul et qui a popularisé ces notions de manière évidemment très simplifiée. On sait bien que c'est plus compliqué que ça, le cerveau, le fonctionnement du cerveau, mais en disant que le cerveau, il a 2 systèmes de fonctionnement, système 1, système 2. Le système 2, c'est le système réflexif. Il est lent. Effectivement, c'est un système où on traite l'information et où on prend nos décisions une fois qu'on les a mûrement réfléchies, je dirais. Mais la plupart du temps, on ne prend pas nos décisions comme ça. On prend nos décisions de manière tout à fait intuitive, automatique, et justement, elles sont fondées, nos décisions, sur des biais cognitifs, des heuristiques, et c'est comme ça que nous fonctionnons, qu'on le veuille ou pas. Et ça nous a sauvé la vie au niveau de l'humanité, parce que quand on entend « au lion », ou plutôt quand nos ancêtres entendaient « il y a un lion », ils ne réfléchissaient pas trop à traiter l'information, ils partaient, et ça a pu leur sauver la vie. Quand nous, on entend « au feu », on ne va pas se demander « mais quel feu, est-ce que c'est grave ?» etc. On quitte les lieux. Donc c'est ça les biais heuristiques. Et finalement, ça débouche sur le livre de Thaler et Sunstein, Nudge. Nudge, c'est des coups de pouce pour aider les gens à changer de comportement. Et vous voulez, Thaler et Sunstein, ils entérinent un peu ce qui a été dit par les autres, c'est-à-dire, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de s'adresser au système 2 pour faire changer les gens de comportement. On s'adresse au système 1, on va changer les architectures de choix et on va juste leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils prennent la bonne décision. Alors, l'écueil des biais cognitifs, je vous ai mis là le codex qu'on trouve sur Wikipédia. Depuis 2016, des chercheurs essaient de construire ce codex. On trouve toujours des biais cognitifs. Et je me suis amusée, enfin si on peut dire, mais disons que pour l'apparition de cet article, j'ai regardé un petit peu les biais que je pouvais voir. Alors, les hommes politiques, les décideurs politiques étant des êtres humains comme les autres, eux aussi, ils avaient des biais. Il y a effectivement un biais, par exemple, de représentativité, qui est qu'ils avaient tous dans la tête ce qui est arrivé à Roselyne Bachelot avec ses masques, ses vaccins commandés, alors qu'il n'y avait pas, finalement, on n'en avait pas eu besoin. Donc, je pense que chaque politique, avant de décider quelque chose, se disait « Oh là là, mais il ne faudrait pas qu'il me tombe un truc comme Bachelot, qui en a quand même payé les conséquences pendant longtemps. » Il y avait aussi un biais qui est bien connu, qui est le biais d'endogroupe, c'est-à-dire, ou d'exogroupe. C'est-à-dire, on n'est pas comme ça, nous. C'est pas notre groupe. Les Chinois, oui, mais les Chinois, c'est pas chez nous. Les Italiens, même les Italiens, on a réussi à oublier que la Lombardie avait à peu près un système économique, un système de santé du même niveau que le nôtre. On a dit, oui, non, mais les Italiens, évidemment, ça leur arrive, mais ça peut pas arriver chez nous. Et avec tout ça, ils ont quand même continué à faire leur communication très rationnelle. On vous informe, vous allez prendre des bonnes décisions, etc. Vous êtes responsable. Mais en face de ça, les citoyens que nous sommes, on a aussi nos biais. Par exemple, un biais d'ancrage bien connu qui est qu'on favorise la première information qu'on reçoit. Si on vous dit 2% de morts, c'est beaucoup plus anxiogène que si on vous dit 98% de rescapés. Si on a un biais qui fait qu'on écoute plus volontiers les informations qu'on reçoit qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Donc, voilà, c'est plus facile de croire qu'une racine magique à Madagascar va nous sauver plutôt que de se dire on n'a toujours pas de vaccin ni de médicaments. Le biais d'endogroupe, dans mon groupe à moi, on fait gaffe, ou dans mon groupe à moi, on s'oppose aux Parisiens, et ça donne tout ce que vous avez vu. Donc, en fait, à vouloir ne parler qu'à la raison, heureusement,
il y a quand même un autre biais qui s'appelle le biais de normes sociales, qui fait que la plupart du temps, on fait ce qu'on pense que les autres vont faire aussi. Par exemple, là, moi, je suis persuadée que je pourrais enlever mon masque parce que je suis loin de tout le monde. Mais Pierre nous a dit non, 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 ici, la règle, c'est de le porter. Et je suis quelqu'un qui accepte la norme sociale, donc je le fais. Et il faut reconnaître que la majorité des gens ont adopté les gestes barrières. Donc la question, c'est la majorité a adopté les gestes barrières. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les minorités qu'on n'arrive pas à toucher les adoptent aussi? Parce que hier, c'était 16 000 cas, demain, ça sera combien, etc. Donc, alors moi, il y a toujours un truc, c'est que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, les sociologues, on leur demande jamais de recommandations. Nous, en sciences de gestion, on est censé terminer par des recos. On a une visée pragmatique, un peu formative. Donc, je ne sais pas faire autrement. J'essayais de me dire, comment est-ce qu'on pourrait aider à avoir des comportements durables, des changements de comportement durables, au moins au temps de la pandémie. Et c'est vrai qu'à court terme, on sait que les nudges, ça marche. On sait que c'est un côté manipulatoire. On sait que ça ne tient que le temps qu'il y a que le nudge est en place, parce que ça fait, justement, comme c'est que du système 1, que c'est de l'automatisme, on ne va pas inscrire un changement de comportement durable et réfléchi. N'empêche que ça marche. Alors, il y a plein d'exemples. Là, je vous épargnerai la mouche dans les pissotières de l'aéroport de Schiphol. La data, parce que ça, tout le monde le connaît. Mais celui-là, je le trouve assez rigolo. C'est en Angleterre, dans une ville balnéaire. Il y a beaucoup d'accidents les samedis soirs, parce qu'à cause du binge drinking, qui a passé un week-end en Angleterre, c'est que ces jeunes femmes n'ont pas l'air sensibles ni au froid, ni au vertige, etc. Elles sont sur des échasses. Et donc, elles se cassent la figure une fois qu'elles sont bien imbibées. Et les policiers ont commencé à leur proposer des tongs quand ils les voyaient. Et ça n'a pas marché. Ça a marché, mais il y a eu d'autres problèmes qui ont fait que ça n'a pas marché longtemps. Entre autres parce qu'on les accusait de favoriser l'ivresse. Bon, voilà, celui-là, vous le connaissez. Celui-là qui peut marcher aussi. Donc, à court terme, on pourrait essayer de réfléchir en termes de nudge. À moyen terme, je l'avais écrit l'article avant cette conférence, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait mobiliser les sciences, les SHS, parce que nous, on sait que les motivations des individus sont différentes et que si on les comprend, on pourra peut-être segmenter, alors là c'est un mot un peu marketing, mais enfin, en fonction d'études préalables. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'intéresser aux populations qui ont du mal à accepter ces gestes barrières qui, pour l'instant, sont la seule prévention qu'on ait, et comprendre pourquoi ils le font, pourquoi ils ne le font pas plutôt, et qu'est-ce qu'on peut leur proposer avec eux, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis pour avoir une communication efficace, pour engager les individus. Parce que si on ne les engage pas, si on ne les mobilise pas, et si on ne travaille pas avec eux en amont pour savoir ce qu'il faut faire pour les mobiliser, on n'arrivera jamais à les toucher. Et à long terme, je pense qu'adopter une approche socio-écologique du type de celle que propose Bronfenbrenner serait utile, c'est-à-dire pour les actions de santé publique, c'est-à-dire entre les facteurs individuels et les facteurs sociétaux, législatifs, politiques, etc., travailler sur ces micro-environnements, ces facteurs interpersonnels. Castex ne dit rien d'autre quand il parle d'inclure les territoires dans la réflexion. Après, est-ce que ce sera fait? Je ne sais pas, on va attendre. Voilà, et pour terminer, un petit peu de pub. Ça, c'est le livre que j'ai sorti sur nudge et marketing social. Et ça, c'est le livre qui est sorti vendredi d'Emmanuel Hirsch, Pandémie 2020, dans lequel j'ai publié un chapitre qui est à peu près ce que je viens de vous dire. Voilà, merci. Merci bien, Patricia, pour cet exposé très, très imagé. Et donc, je donne la parole maintenant à Olivier Lecourt, Grand Maison, pour un petit quart d'heure également. Merci pour l'invitation. Je suis un peu surpris de faire partie de l'invitation et du panel, mais la surprise n'est pas une critique implicite. En lisant les attendus et les documents qui m'ont été envoyés, j'avais relevé 3 questions.
Pourquoi écrire, pourquoi publier et quels étaient les effets attendus de la publication, sachant qu'on peut écrire sans publier, qu'on peut publier sans attendre beaucoup d'effets de la dite publication. Mais enfin bon, je vais essayer d'y répondre. Dans la mesure où le sens de l'écriture, mais qui est aussi en partie pour celles et ceux qui sont des enseignants-chercheurs, lié au sens de notre propre travail. Dans un contexte, et je suis surpris, mais parce que j'avais publié d'autres articles pendant le Covid, et notamment deux articles intitulés « Misère des universités », qu'au fond, la question du Covid et de l'enseignement supérieur, la question du Covid et de la recherche, la question du Covid et des effets de cette crise sur notre condition d'enseignant-chercheur, mais pas elle seule, sur la condition des étudiants, sur la condition du personnel administratif des universités, ne soit pas, au fond, traitée. Et j'ignore d'ailleurs pourquoi vous avez retenu un article qui portait, si ma mémoire ne me trahit pas, sur le retour des discours nationaux républicains et les supposées beautés de la souveraineté nationale. Bref. Donc je vais essayer de répondre à la question pourquoi écrire, pourquoi publier et quels effets. Et je commencerai par une citation, parce que si je suis enseignant-chercheur et publiant assurément, je n'ai pas la prétention d'être écrivain. Deux choses radicalement différentes, deux activités assurément distinctes, même s'il y a parfois en sciences humaines aussi de remarquables écrivains. Foucault a été cité. Je ne peux que m'incliner effectivement devant, non pas seulement son nom, peu importe d'ailleurs son nom, mais plus exactement son œuvre, parce qu'il a été, il fait partie des rares de ceux qui ont à la fois produit une œuvre très importante et en même temps qui ont été capables de mobiliser une mise en récit absolument remarquable et une écriture fort précieuse. Je vais donc commencer par une citation qui me permettra pour partie, et pour beaucoup d'ailleurs, de répondre pourquoi écrire et pourquoi publier, et en partie répondre aussi à quels effets. Je vais faire la citation et je vous dirai de qui elle est après, parce qu'elle résume très bien ma position, en tout cas relativement à l'écriture, et à ce qu'il est convenu d'appeler des interventions citoyennes. Je ne sais pas pourquoi on utilise désormais, enfin si, je sais en partie pourquoi, le terme de citoyen, bref. La citation est la suivante. « Notre plume est une arme bien faible et on ne manque pas de nous le faire cruellement sentir, mais il est de notre devoir d'en faire usage. Nous sommes peut-être impuissants car notre époque déroule son terrible ordre du jour sans tenir compte de notre colère et de nos plaintes. Tant pis pour nous comme pour notre époque. On pourra donc plus tard nous reprocher d'avoir été impuissants, mais pas de nous être déshonorés. » Cette citation, c'est celle de Klaus Mann, fils donc du très grand écrivain, prix Nobel de littérature Thomas Mann, Klaus Mann qui fuit l'Allemagne nazie et qui intervient là. C'est un texte qu'il a livré, je crois, lors d'une réunion qui se tient dans l'État espagnol républicain et plus spécifiquement en Catalogne à Barcelone en 1935, peu de temps avant que la catastrophe n'y éclate également. Klaus Mann est déchu de la nationalité en 1935 et il décide dès lors, et en réaction à la situation politique et celle de l'Allemagne nazie, de ne plus écrire et de ne plus s'exprimer en allemand. Je précise, pour éviter toute mauvaise polémique, à supposer qu'il y en ait de bonnes et que ça ne soit pas un pléonasme. J'ai tendance à considérer que c'est un pléonasme. Loin de moi l'idée, évidemment, de comparer la situation de Klaus Mann et plus généralement, au-delà de son cas personnel, la situation de tous les exilés politiques et raciaux du régime national-socialiste. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire ici d'insister sur les différences majeures qui nous séparent de cette période. Reste, me semble-t-il, un certain nombre de similitudes. Non pas de la situation, mais de similitudes et ce que j'appellerais, au fond, une subjectivité politique. Et l'adjectif est pour moi très important. Subjectivité, donc, et affect déterminé pour partie, en effet, par une situation économique, sociale et politique. Autrement dit, cette subjectivité n'est évidemment pas du tout contradictoire avec la volonté de savoir, pour prendre une expression foucaldienne,
avec le désir de connaître autant que faire se peut de quoi est fait cette actualité économique, sociale et politique. L'impression donc singulière d'être confronté à une situation d'impuissance individuelle et collective, à peser si peu que ce soit sur la situation sociale et politique, et plus encore au moment du confinement, qui interdisait évidemment toute, de fait et de droit, toute action et réaction collective. Cette impression est au-delà des subjectivités individuelles et des cas individuels, elle est, me semble-t-il, en partie liée à des bouleversements politiques majeurs, effondrement du système partisan antérieur avec une crise très profonde des anciens partis de gouvernement, dont certains, le Parti socialiste, n'existe plus qu'à l'état d'organisation minoritaire, dont d'ailleurs la survie à terme n'est même pas garantie. Crise de la représentation partisane, assurément, crise de la représentation syndicale, ou des représentations syndicales, ceci étant sans doute indispensable pour mieux comprendre les échecs réitérés des grandes mobilisations sociales depuis la dernière mobilisation qui s'est traduite, elle, mais c'est il y a presque un siècle, au moins subjectivement en tout cas, cette mobilisation et cette victoire remportée contre le contrat première embauche. Mais rappelez qu'il s'agit d'une mobilisation qui a eu lieu en avril 2006, c'est-à-dire il y a 14 ans. Depuis, toutes les mobilisations qui ont eu lieu ont été des mobilisations défensives et qui, globalement, se sont à chaque fois heurtées et confrontées à des échecs retentissants. Des mobilisations contre ce que certains appellent honteusement des privilèges et qui me paraissent être bien plutôt, pour employer ce terme, qui me paraît avoir cette expression, au moins l'avantage de rappeler comment, dans quelles circonstances, même de façon allusive, cela a été conquis, que justement, nous sommes un certain nombre à appeler plutôt, non pas des privilèges, mais justement des conquis sociaux arrachés de haute lutte. Pourquoi donc la rédaction et la publication de ce texte ? Des textes publiés pendant le Covid, une forme d'impuissance donc qui ne peut être dépassée relativement que par l'acte d'écrire et de publication, sans avoir néanmoins la moindre illusion sur les effets d'une telle publication, qui sont à peu près nuls, exception faite de cette invitation à ce colloque, ce n'est pas négligeable, certes, mais, et je ne la néglige pas, mais eu égard à la gravité des situations auxquelles nous sommes confrontés, c'est évidemment relativement marginal, pour ne pas dire plus. Marginal parce que nous sommes confrontés à une situation sanitaire qui sans doute n'a pas d'équivalent depuis la grippe espagnole au lendemain de la Première Guerre mondiale. Marginal parce que nous sommes confrontés à une situation économique et sociale et financière qui, au dire de certains, est la plus grave depuis 1929, et je ne cite pas là des gauchistes du NPA, mais le ministre de l'économie, dont le nom m'échappe présentement, mais Bruno Le Maire, absolument. Autrement dit, une double conjoncture marquée donc par une crise sanitaire d'ampleur et une crise économique, sociale et financière dont chacun s'accorde à reconnaître, et les chiffres sont là pour l'objectiver, et qu'elle sera assurément extrêmement grave, sans doute très violente, et qu'elle a déjà produit des effets terribles pour un certain nombre de celles et ceux qui y sont confrontés. Impuissance en partie renforcée d'ailleurs, soit dit en passant, ça me renvoie au premier point sur la situation des universités en général et sans doute des SHS en particulier, en raison du mépris auquel globalement ces sciences font depuis très longtemps l'objet,
et qu'il est là aussi, il est encore possible d'objectiver par l'involution de la situation des universités françaises, en dépit des grandes formules ronflantes, forgées par des communicants affairés, tendant à faire croire que les efforts en la matière du gouvernement et de celui-là et des précédents ont été extraordinaires. Chacun sait que, globalement, notre situation en tant qu'enseignant-chercheur ne cesse de se dégrader et qu'elle est, de ce point de vue-là, et comparativement à ce qui se passe dans d'autres pays, indigne. Indigne parce que, au fond, nous sommes sans doute, j'imagine, les uns et les autres engagés dans l'université et de la recherche justement parce que nous accordions quelque importance et beaucoup d'importance à ce couple enseignant et chercheur. Et où de plus en plus nous sommes confrontés au maintien du premier élément du couple, mais à la transformation partielle du second en chercheur administratif. Là aussi, tout à l'heure dans les interventions précédentes, il était parlé du sens du travail et la façon dont la crise actuelle affecte le sens de notre travail. Et de ce point de vue-là, je pense, en tout cas pour ce qui me concerne, que cette crise ne fait qu'aggraver effectivement le sens du travail qui est le mien et que j'estime être le mien. Ce pourquoi je me suis engagé dans l'université de la recherche, c'est parce que je voulais et je souhaitais poursuivre et pouvoir mener de front une carrière d'enseignant et de chercheur, et que j'estime que je suis de moins en moins capable de mener de front l'une et l'autre. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs aussi écrit donc 2 articles sur les misères de l'université. Pourquoi publier ? Parce qu'après tout, on peut aussi écrire des textes et les conserver dans ces archives. Parce que la publication permettait sans doute, en ce qui me concerne, d'expectorer une certaine rage liée à l'impuissance qui était la mienne, pour le dire en ces termes, et puisque tout à l'heure il fut parlé d'affect. Je pense qu'il y a des affects bons. Je ne suis pas cartésien plutôt, moi je suis plutôt spinoziste. C'est un débat avec Damasio, mais passons. Publier donc, non pas en croyant que cette publication allait changer quoi que ce soit, mais au moins pour laisser une trace de ce refus de se plier au monde tel qu'il est, et exactement au monde tel qu'on nous l'impose, et au fond, et très exactement donc, d'échapper moins à l'accusation d'impuissance que de déshonneur. Pourquoi dans Mediapart ? D'une part, en raison de la rapidité des publications qui sont en ligne, très vite. D'autre part, en raison de leur accessibilité, parce que tous les textes, et ça me paraît évidemment très important d'un point de vue démocratique, tous les textes publiés par des intervenants extérieurs à Mediapart sont entièrement accessibles et gratuitement lisibles. Ce qui me paraît essentiel d'un point de vue démocratique, parce que cela obéit justement à un principe démocratique majeur qui est celui de la pleine publicité, de façon à faire en sorte que ces textes soient accessibles au plus grand nombre. Quels effets de cette écriture et de ces publications ? Je l'ai dit en introduction, je n'en attendais pas grand-chose. Par conséquent, je n'ai pas été particulièrement déçu par l'absence quasi totale d'effets des textes publiés. J'étais sans illusion, ou presque, et de ce point de vue-là, je n'ai pas été démenti, particulièrement par les 10 effets. J'ai commencé par une citation, permettez-moi de finir par une autre, non pas pour faire éloge de mes lectures ou de ma culture supposée ou réelle, mais parce que dans les 2 cas, ces grands auteurs et écrivains disent mieux que je ne pourrais le faire ce que cette situation m'inspire. Il s'agit là d'une situation d'Edmond Jabès qui écrit ceci, et je vous la livre telle qu'elle et je finirai juste sur ce point sans la commenter, je vous l'abandonne. Le chemin patiemment tracé par l'écriture n'est-il que la lente agonie d'un espoir vainement entretenu ? Je vous remercie.
Merci pour cette présentation. Donc, je vais donner la parole à la salle. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci pour vos 3 interventions. Ma question s'adressera aux 2 premiers intervenants. Je vous ai entendu assez clairement nous expliquer que finalement, une des problématiques des politiques de prévention qui ont été mises en œuvre au sujet de cette crise du Covid tenait dans le fait que les pouvoirs publics se seraient adressés principalement à notre raison. Alors, je ne vais pas nier, et vos arguments étaient extrêmement convaincants, il est impossible de nier l'inefficacité de politiques publiques qui ne s'adresseraient qu'à notre raison. Mais en l'occurrence, en plus, moi j'ai eu l'impression qu'on ne s'adressait pas totalement à ma raison non plus. Tous les débats qu'on a pu constater dans les grands médias nationaux, au tout début de la crise sur faut-il des masques? Oui, non. En a-t-on? Oui, non. À quoi sont-ils utiles? Peut-être à rien. Il le serait si on en avait. Ça n'a pas tellement mobilisé notre cortex le plus véloce, dirais-je. Donc, cet ensemble de fausses informations ou de débats qui ont peut-être brouillé une partie du message, pensez-vous que ça a eu une influence sur la suite et l'efficacité ou l'inefficacité partielle au moins des politiques de prévention? Alors, une chose, c'est que moi, je voudrais surtout pas jeter la pierre à ce gouvernement parce que franchement, je sais pas qui aurait fait mieux. C'est pas évident. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut analyser. Et moi, j'ai fait ma thèse il y a quand même un certain temps sur la confiance. Et bon, j'avais pas mal travaillé sur ce qu'était la confiance. Et la confiance, c'est évident pour moi, il y avait 3 éléments. Il y avait la crédibilité, c'est-à-dire les gens pensent que je sais de quoi je parle. L'honnêteté, l'intégrité, c'est-à-dire si je dis un truc, je vais le faire. Et puis la bienveillance. Et très clairement, il n'y avait pas ces 3 conditions qui sont des antécédents de la confiance qui étaient réunies. Donc je pense que, hélas, pour eux, ils vont payer cette cacophonie sur les masques encore longtemps. Mais pourquoi? Parce qu'on a affaire quand même justement à des gens pour qui le primat de la raison fait qu'on ne peut pas accepter de dire on ne sait pas ou on a un problème. Et le problème, maintenant, il est évident, c'est qu'il n'y en avait pas de masques, donc il fallait les garder pour les soignants. Mais on était face à un gouvernement technocratique qui n'avait pas les ressources, je dirais, pour le dire, pour l'admettre. Et c'est une erreur de communication, et à mon avis, ça entache tout le reste, quoi. C'est ça le problème pour eux. Et pour nous. Oui, donc j'ai une question pour Patricia Gurviez. Ça porte sur la question des nudges. Dans le laboratoire où je travaille, donc au LIMSI, nous avons un projet qui réunit des linguistes et des économistes et on essaie de monter des expériences communes où on regarde l'effet des nudges sur des populations qu'on appelle fragiles, des enfants ou des personnes âgées. Nous nous intéressons tout particulièrement à la communication robot et ce type de population. Et nous avons observé que les nudges sont une bonne solution pour manipuler notamment les enfants dans notre expérience et que dans notre cas précis, devant un robot, les enfants font plus de choses, se livrent plus. Donc, en regardant votre présentation, je me suis dit, un robot qui dit à un enfant « lavez-vous les mains 10 fois par jour », c'est mieux peut-être que la maîtresse. N'empêche que ça soulève des questions d'éthique. En fait, ce qu'il y a derrière notre expérimentation, c'est il y a des nudges positifs, mais aussi des nudges négatifs. Le projet s'appelle Bad Nudge, Bad Robot. Bon, voilà, ça veut tout dire. Donc, vous avez parlé de recommandations. Comment vous voyez dans cette question de nudge tout ce qui est éthique, du coup? Chez moi, c'est vraiment amour et haine. D'ailleurs, mercredi, je fais encore une présentation dans un colloque, c'est ma semaine, et je vais appeler marketing social, nudge, frères ennemis ou meilleurs amis, parce que et si mon livre s'appelle Nudge et marketing social, c'est uniquement du marketing, c'est Goduno
n'a jamais accepté de publier ce bouquin que si on mettait nudge, parce que nudge, tout le monde a envie de savoir ce que c'est. Marketing social, bof, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai un petit peu de mal avec les nudges parce que je suis très sensible à l'aspect manipulatoire. Alors quand vous en discutez avec les tenants du nudge, avec la BVA Unit, parce que c'est quand même BVA, cet institut qui a beaucoup popularisé les nudges en France et qui en fait son beurre, moi ils me disent, bah oui, mais tant que c'est transparent, de toute façon, et que les gens peuvent ne pas y répondre, d'un point de vue éthique, on ne voit pas où est le problème. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème. Mais alors, je voudrais dire que moi, d'un autre côté, on est en train, parce qu'évidemment, cette question du lavage des mains des enfants, elle est hyper importante. Alors, avec une association dont je suis administratrice, on est en train de mener une action dans les quartiers défavorisés. Alors, par contre, je n'ai pas encore évalué cette opération, puisqu'elle a démarré là à la rentrée, mais dans quelques mois, on pourra l'évaluer, qui consiste à faire expérimenter aux enfants le lavage des mains. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'injonction « tu te laves les mains avant de manger », mais on est dans la comptine, on est dans l'expérientiel. Et je pense que ça donnera des bons résultats aussi, enfin je l'espère. C'est ce que j'ai mis, parce que le nudge, c'est efficace. À court terme, il y a quand même des chances pour que ce soit efficace. Vendredi, j'étais à un autre colloque, en ce moment c'est la folie, et il y avait Pierre Chandon qui a beaucoup écrit sur les nudges, qui parlait de la méta-analyse qu'il a fait avec son doctorant, Cadario, et ils ont regardé en quoi les nudges pouvaient améliorer le comportement alimentaire. Et en fait, ils ont étudié les nudges cognitifs, les nudges affectifs et les nudges comportementaux. Et vraiment, ils ont fait une méta-analyse hyper sérieuse. D'ailleurs, qui se retrouve, pour ceux que ça intéresse, c'est sur le site de Pierre Chandon, qui est professeur à l'INSEAD. Et les conclusions, c'est que parmi les trois, il y en a un qui est vraiment plus efficace, c'est le nudge comportemental. Mais moi, je continue à dire que ça marche uniquement dans la mesure où c'est présent. C'est-à-dire que comme ça court-circuite tous nos systèmes de mémoire, etc., en fait, s'il n'y a plus le nudge, il n'y a plus le comportement. Merci. Oui, pas sur les nudges, sur la question d'avant, parce que j'ai l'esprit de l'escalier. J'ai été troublé par la question de Stéphanie Lacour qui disait qu'on ne s'était pas adressé qu'à son cerveau, qu'à sa raison, mais voilà, et qu'il y avait beaucoup de choses troublantes. Mais au fond, j'ai le sentiment que tout ce qui s'est passé dans cette période, c'est que les gens attendaient qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Que tout le monde attendait que ça vienne d'en haut, qu'on leur dise c'est noir, etc. Et c'est ça qui est frappant d'une certaine manière. On attend tout de l'État et il n'y a eu, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre forme d'organisation de gens qui se diraient comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, qui chercheraient à inventer des manières de fonctionner. On n'a voulu que répondre. Je vois, par exemple, c'est vrai que dans la restauration, ils ont mis en place certaines choses, mais seulement pour répondre à l'injonction qui vient d'en haut et remplir le cahier des charges, et c'est tout. Donc, c'est frappant de voir que par rapport à ça, alors, je n'ai pas la réponse pourquoi c'est comme ça, mais par rapport à ça, il n'y a pas de groupes qui réfléchissent à la façon dont on pourrait continuer à faire des choses ensemble, y compris la fête, mais d'une autre manière, je ne sais pas. Bon, c'est une réflexion qui n'est pas aboutie, j'en ai conscience, mais c'est pour question. Donc je crois, moi je brûle de prendre la parole évidemment, mais je la laisse à Pierre d'abord. Vraiment énormément de choses à dire, mais pour reprendre des concepts proposés par Patricia Gurviez, Patricia Gurviez retire de ses lectures, j'aimerais jouer avec le motif du système 1 et du système 2. Et après avoir entendu Benoît et Patricia, et maintenant l'interpellation de Stéphanie, je serais tenté de schématiser comme ça. L'État ne sait s'adresser ni au système 1,
ni au système 2, incapable de penser à monter des nudges et incapable de s'adresser réellement à la raison, de faire ce que Patricia envisageait de faire à la fin de son intervention, en disant il faut qu'on comprenne les motivations des gens, c'est seulement comme ça qu'on peut éventuellement durablement. Et c'est peut-être seulement en s'adressant aux motivations des gens qu'on entre dans... On établit un dispositif qui pourrait être favorable au développement de mouvements, d'initiatives, de gens qui, motivés, interagissent entre eux et montrent quelque chose indépendamment de l'État ou peut-être stimulé par une interpellation de l'État qui opérerait au niveau approprié. J'aimerais faire le pont avec à la fois une justification et pas comment dire, un accusé de réception des interpellations d'Olivier Grandcourt-Lamaison. Pardon, je suis désolé, il ne faut pas que... C'est pas grave. Non, c'est pas bien, mais enfin, je suis un peu nouveau par ici. Le cours Grand-Maison, qui s'étonnait de se retrouver à cette table, donc on peut tout à fait avouer la raison, c'est-à-dire que le texte sur le nationalisme économique adressait au fond cette même thématique générale qui est à qui et comment l'État s'adresse-t-il et que fait-il de ceux à qui il s'adresse ? S'adresser aux citoyens en interpellant, en sollicitant, stimulant leur nationalisme économique va pouvoir développer un certain type de citoyen qui n'est probablement pas le type de citoyen le plus intervenant, le plus capable de se motiver lui-même. Et c'était au fond les différents apports à une réflexion de cette manière de l'État de s'adresser aux citoyens et éventuellement de ses effets correspondants qui nous intéressaient de stimuler avec la composition de cette table ronde. En même temps, je comprends, enfin je dis ça comme ça maintenant, je comprends l'indignation de ne pas avoir mieux mis en valeur des textes qui rendaient compte d'une indignation beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate d'un enseignant-chercheur qui vit ce que nous vivons ces dernières années et qui le vit encore plus gravement depuis l'éclatement de cette crise, en même temps que l'éclatement de cette crise peut-être laisse entrevoir des occasions de à la fois pratiquer la science de nouveau un peu autrement et de peut-être remettre en valeur ce que nous pourrions apporter comme chercheurs en sciences humaines et sociales, que maintenant, depuis quelques années, nous sommes de moins en moins interpellés à produire comme chercheurs. Et là où j'aimerais tenter un pont un peu audacieux entre le début et la fin de mon intervention, ce serait en suggérant que cet État, au fond, incapable de s'adresser à la subjectivité des citoyens, incapable de s'adresser effectivement au système 2, complémentaire du système 1, mais sans lequel, qui fait partie du psychisme nécessairement, est aussi incapable de s'adresser à des chercheurs avec leur subjectivité qui est le moteur de leur imagination de chercheurs, de leurs initiatives de chercheurs, et il les interpelle comme les agents d'un système bureaucratique, managérial, de production de données qui permettront de justifier des rankings et une production nationale de recherche négligeant, au fond, le chercheur à son échelle individuelle subjective. Écoute, une très bonne question. Je voulais poser un peu ce même type de question à Olivier dans un autre domaine, mais je laisse peut-être Olivier répondre. Alors, quitte à assumer la position marginale, je vais persévérer.
Je ne suis pas du tout convaincu par la thèse selon laquelle les responsables politiques en général ne s'adresseraient qu'à la raison. J'ai même tendance à considérer exactement l'inverse, c'est qu'il n'est pas de discours politique qui ne sollicite pas d'une façon ou d'une autre nos affects. Et pas de façon secondaire, marginale, mais de façon structurelle. Je vais prendre un exemple. Le grand discours d'Emmanuel Macron, où qui devait s'appeler « Nous sommes en guerre », ou en tout cas, si ce n'est pas le titre du discours, il a dû répéter à la suite de ses communicants au moins 5, 6 ou 7 fois la formule « Nous sommes en guerre ». Or, cette formule « Nous sommes en guerre », à qui s'adresse-t-elle? À quoi s'adresse-t-elle? Que vise-t-elle chez les citoyens qui sont ainsi interpellés? Leur raison? Oui, sans doute. À ceci près que la question se discute. Sommes-nous véritablement en guerre? La situation de la crise sanitaire ouverte par la dite crise est-elle absolument un équivalent et un synonyme d'une situation de guerre? Donc si on veut bien réfléchir en faisant usage de son libre entendement sur le vocabulaire, les expressions employées par Emmanuel Macron lors de ce discours peut être, me semble-t-il, falsifié en ce sens que justement cette situation-là, sanitaire ouverte par la crise, n'est absolument pas l'équivalent d'une guerre. Et qu'Emmanuel Macron n'est pas du tout l'équivalent d'un chef de guerre, contrairement à ce qu'il voulait prétendre et à l'image qu'il voulait d'eux-mêmes. Par ailleurs, est-ce que ce discours sollicite uniquement notre raison? Évidemment non. La répétition de l'expression « nous sommes en guerre » visait, au contraire, me semble-t-il, à jouer sur un ressort affectif, et cela a été dénoncé d'ailleurs, à jouer sur un ressort affectif qui est la peur. Toute une série de choses qui ont été là démontrées, exposées, visent non pas seulement à solliciter des réactions, disons, rationnelles, mais visent au contraire à solliciter puissamment nos affects, entre autres la peur. La peur individuelle d'attraper le Covid, la peur collective de le transmettre éventuellement, et en jouant évidemment sur les deux. Et dans le discours d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, au-delà de la répétition de « nous sommes en guerre », il poursuivait vraisemblablement un objectif comme tous les chefs de guerre ou tous ceux qui se pensent comme étant des chefs de guerre, c'est-à-dire de produire, entre autres en s'appuyant sur la question de la peur, de produire un extraordinaire consensus autour des mesures qui étaient annoncées. Et bien sûr, évidemment, non pas seulement autour des mesures qui étaient annoncées, mais autour de la politique qu'il était en train de mettre en œuvre et autour de son propre personnage. Parce que de ce point de vue-là, il était, à la différence d'autres, c'était la première crise sanitaire, politique, économique et sociale extrêmement grave à laquelle le jeune Emmanuel Macron était confronté. Et il savait pertinemment qu'il jouait du point de vue de la place qu'il occupe, de sa situation politique personnelle, de la situation politique de LRM, des choses extrêmement importantes. Donc, encore une fois, je ne crois pas du tout que le discours politique, d'une façon générale et au-delà du cas d'Emmanuel Macron, ne sollicite que notre raison. Je pense qu'il sollicite constamment, selon évidemment des moments variables, il sollicite constamment et notre raison et nos affects, et que dans certains cas, la mobilisation des dits affects sont évidemment puissamment sollicités. Juste une remarque que j'ai fait là-dessus. Pourquoi ça vient d'en haut et pourquoi ça ne vient que d'en haut? Mais je voudrais quand même rappeler que les territoires, comme on dit aujourd'hui, ont cherché dans un certain nombre de cas à faire valoir un certain nombre d'éléments. Et de nouveau, lorsque l'État central a pris sur lui d'imposer à Marseille un certain nombre de dispositions, les réactions ont été particulièrement violentes. Donc il s'agit sans doute moins d'une sorte d'atonie de la périphérie que de la volonté du point de vue du pouvoir central de ne jamais prendre en compte ou de ne pas prendre en compte, ou le moins possible, éventuellement les positions, les attentes, éventuellement les suggestions faites par ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les territoires. Moi, je vais m'accorder juste un moment de question que je vais adresser à Patricia sur ce que vous avez appelé un biais de normes sociales. Parce que moi, il me semble que, en gros, vous parlez de processus mimétiques. Et il peut y avoir des processus mimétiques, effectivement, qui sont basés sur les affects, et où on réfléchit peu, où on s'aligne sur le comportement moyen. Mais il y a des processus mimétiques qui sont extrêmement sophistiqués et où le fait de suivre l'opinion moyenne est calculé et très rationnel. Par exemple, aujourd'hui,
tous les responsables d'université s'accordent sur la prépondérance et la prédominance du classement de Shanghai. Et s'ils ne le faisaient pas, ils seraient soumis à des formes d'exclusion s'ils ne s'alignaient pas sur les critères, etc. Donc tout ça est bien calculé aussi. Donc on voit bien que la question de la raison et de l'affect n'est pas si évidente à trancher. D'abord, je voudrais dire qu'on ne parlait pas de la même chose, parce que moi, je m'intéressais à la communication de la prévention santé. Donc, je pense que, enfin, j'essayais de comprendre pourquoi les gens ne recevaient pas cette communication de prévention de santé de la manière dont les communicants des pouvoirs publics pensaient qu'ils allaient la recevoir et la mettre en œuvre. Bon, après, moi, l'analyse politique de ce que dit le président, honnêtement, je me permettrai pas d'avoir une opinion. J'ai une opinion, mais c'est l'opinion d'une citoyenne et pas d'une chercheuse. Après, la question, du coup, je l'ai oubliée. Ah oui, mimétisme et normes sociales. Ah, là, c'est pareil. Moi, je reste au niveau d'où viennent nos comportements et je n'ai jamais analysé le comportement des présidents d'université, donc je n'aurai pas grand-chose à dire là-dessus. En revanche, je vais travailler plutôt sur le comportement des consommateurs, des citoyens. Et là, c'est vrai que c'est peut-être une convention, encore pour le coup, mais on parle de normes sociales. Alors, quand on dit le biais de normes sociales, ça veut dire que c'est souvent plus facile de faire ce que font les autres que de s'interroger sur mais comment je dois agir, etc. C'est bête que je l'ai attrapé, ce truc, parce que moi, je faisais hyper gaffe depuis le début. Et par exemple, j'ai passé le vendredi soir, avant le confinement, à me faire un masque. Et je suis quand même plus douée pour écrire des articles que pour faire de la couture. Et le samedi matin, je suis partie au marché avec mon masque. Et j'avoue que je me disais, mais à quoi je vais ressembler avec mon masque? Et une fois que j'ai vu d'autres gens qui portaient un masque, ouf, je me sentais dans la norme, quoi. Donc, voilà, c'est plutôt ça dont je voulais parler. Je ne sais pas si tu voulais... D'autres questions? On va s'arrêter alors.